Donc je me présente, donc je suis Ania Noguès, chargée de projet au CRES et ambassadrice Moi sans tabac, en charge du déploiement de la campagne, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en lien avec l'agence régionale de santé PACA. Aujourd'hui, je présente ce webinaire avec ma collègue, Audrey Priem, que je laisse se présenter. Chargée de projet aussi au CRES et je coordonne des projets en lien avec Ania Noguès. Donc le CRES, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes un centre ressources généraliste en santé publique. Nos actions s'adressent à la fois aux professionnels du sanitaire, du social, du médico-social, mais également, de l'éducation et également aux élus de la région pour leur permettre de développer donc des actions, de, santé publique et de promotion de la santé. Donc nous avons diverses missions, dont notamment donc des prestations documentaires, des formations, du conseil et de l'accompagnement méthodologique. Nous travaillons également sur de la création d'outils pédagogiques et nous disposons donc d'une grande base, d'outils et de documentation à laquelle, vous pouvez, faire appel, si, vous le souhaitez. Nous travaillons et nous coordonnons différents programmes, avec différentes thématiques, donc dont celui, de Moi sans tabac sur la région. Donc notre mission, c'est bien de relayer la campagne, qui est déployée au niveau national à l'échelon régional et de pouvoir, accompagner et mobiliser les acteurs dans le déploiement d'actions, concrètes sur le terrain auprès des publics que, vous accompagnez au quotidien. Donc le Mois sans tabac en région, c'est chaque année plusieurs acteurs mobilisés, donc 276 acteurs pour l'année dernière, ce qui représente environ 450 actions mises en place pour la campagne 2021. Et pour cette année, au niveau national, le Mois sans tabac a connu un regain d'énergie avec 159 933 personnes qui se sont inscrites sur Tabac Info Service contre à peu près 112 900 personnes l'année dernière. Et il en est de même donc sur la région PACA où on a connu entre la campagne 2021 et la campagne 2022 3 000 personnes qui se sont inscrites en plus, voilà, par rapport aux chiffres de l'année dernière. Donc ces webinaires sont également organisés en partenariat avec Arca Sud. Et ben voilà, donc Monsieur Kalb, je vous laisse, la parole pour démarrer, ce webinaire. Alors bonjour à tous, alors déjà merci, de m'avoir, proposé d'animer ce webinaire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être me présenter et ensuite, et seulement ensuite on basculera sur les diapositives si ça vous convient. Donc moi, c'est Thibaut Kalp, je suis psychologue, je suis tabacologue, sur un XAPA. Un XAPA, qu'est-ce que c'est? C'est un centre d'addictologie, un XAPA sur Marseille. J'ai pas toujours fait ça parce que, en fait, j'ai démarré ma carrière comme psy du travail, dans la pétrochimie. Donc j'ai exercé quelques années dans une raffinerie, dans un service de santé au travail, et cette raffinerie a fermé. Du coup, je me suis retrouvé en recherche d'emploi et à cette époque-là, j'étais fumeur et j'ai eu beaucoup de mal à arrêter de fumer. Alors je me suis dit: «Bah tiens, tu as un peu de temps, tu vas passer le DU de tabacologie, tu vas essayer d'arrêter de fumer en même temps et si tu arrives à faire les 2, tu changes un peu de boulot et tu rentres en addictologie». Donc c'est ce qui s'est passé et je travaille sur le XAPA Daniel Casanova depuis, presque 8 ans maintenant, à peu près 8 ans. Mais voilà, donc j'insiste pas mal sur le fait que c'est aussi mon passé, mon expérience de fumeur qui me porte aussi dans l'accompagnement et dans les consultations, en plus bien sûr du titre de tabaco et de psychologue. Donc avant de parler du lien, entre tabac et santé mentale, moi il me semblait intéressant enfin, en tout cas, moi, je me suis d'abord questionné sur pourquoi, en fait. Pourquoi s'intéresser au lien entre tabac et santé mentale? Hem, En premier lieu, parce que les fumeurs qui souffrent de troubles psychiques, hem, en fait, ont un tabagisme qui est beaucoup plus sévère dans la quantité de tabac fumé, beaucoup plus sévère dans la dépendance,
Ils sont aussi surreprésentés par rapport à la population générale et c'est une catégorie de la population qui, elle, est peu, voire très peu impactée par, la baisse du tabagisme qu'on peut constater là ces dernières années, notamment par les campagnes telles que Moi sans tabac. Alors, elle est peu impactée par la baisse du tabagisme pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est pas forcément des fumeurs qui iront, au contact des professionnels de santé. C'est pas forcément des fumeurs qui évoqueront des demandes, là-dessus, même si on reviendra sur, quand même l'intérêt qu'ils peuvent porter à l'arrêt du tabac. Et c'est aussi des fumeurs qui, ont une symptomatologie dans le sevrage qui est plus intense et donc qui peut mettre en difficulté comme ça le maintien dans l'arrêt du tabac, qui peut favoriser la rechute. Les patients qui souffrent de troubles psychiques et qui fument, voient aussi leur espérance de vie réduite. Alors ça dépend des études, ça dépend des pathologies, mais en moyenne, on est sur 10 à 20 ans. Et les traitements médicamenteux, la posologie, en tout cas la posologie générale, est aussi moins efficace pour eux dans, l'arrêt du tabac. Alors, il y a une interaction entre tabac et santé mentale on sait que le tabac, ça aggrave, alors pas tous les troubles psy, mais quand même pas mal de troubles psy. C'est le lien que je vais faire ensuite sur les prochaines diapos. Hem Quand j'avais, quand j'ai monté cette diapositive, je pensais m'arrêter là et j'ai rajouté quand même un dernier point. Alors, moi, j'ai donc une expérience en XAPA, mais je suis, beaucoup sur des consultations avancées. Donc je vais dans d'autres établissements rencontrer des gens qui ne vont pas forcément, voir leur médecin, qui vont pas forcément aller dans des centres d'addictologie. Hem et j'ai quand même assez souvent constaté que c'est une population qui peut s'inscrire aussi dans une forme de refus de soins. Hem, non pas qu'elle veut pas arrêter de fumer, mais c'est des personnes qui pensent ne pas, pouvoir accéder comme ça à un accompagnement tabagique, qui, peuvent craindre, l'accompagnement tabagique. Donc c'est une catégorie de personnes vers laquelle il faut vraiment aller au contact, quoi. Il ne faut pas forcément, attendre qu'elle soit en demande explicite, pour les accompagner sur l'arrêt du tabac. Alors, le lien entre tabac et troubles psy, en fait, on peut faire 4 hypothèses différentes. La première, c'est, que le tabac, peut induire, un trouble psy. La seconde, ce serait plutôt, que le trouble psy est la cause, de l'émergence du tabagisme. On peut aussi voir des interactions entre, le tabac et les troubles psy, l'un favorisant l'autre et l'autre favorisant l'un. Puis il y a une dernière hypothèse qui est possible, c'est quand corrélation n'est pas causalité, il n'y a pas de lien entre tabac et troubles psy, mais il y a un facteur commun, qui, induit à la fois le tabagisme et à la fois un risque, de développer une pathologie, psychiatrique. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est, quand je peux, hein, vous montrer un peu ce que dit la littérature sur ces liens. Au niveau des pathologies abordées, je vais aborder les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, la psychose et finalement je vais passer très rapidement sur la question des comorbidités, addictives qui font partie, hein, des troubles psy, mais qui seront du coup davantage abordées sur une autre conférence. Donc je serai assez rapide là-dessus. Hem, alors tabac et troubles anxieux. Donc qu'est-ce qu'on appelle un trouble anxieux? C'est un trouble qui va se caractériser par une peur ou une anxiété, excessive. Le côté excessif est important et qui va entraîner, des perturbations comportementales dans le fonctionnement du sujet. Donc il y a tout un panel de troubles anxieux. Je vais en citer 4 là. Je vais, parler de l'anxiété sociale, de la phobie sociale, de la question du trouble panique avec les attaques de panique qui peuvent être associées, de l'agoraphobie et de l'anxiété généralisée. Alors, sur ces 4 troubles, il semblerait que le tabac, soit, une cause, ou en tout cas parmi les causes,
de développer 3 de ces 4 troubles, l'agoraphobie, le trouble panique et le TAG, le trouble anxieux généralisé. L'agoraphobie, qu'est-ce que c'est? C'est, une peur, une anxiété d'être dans des situations ou dans des endroits, sans que le sujet ait le moyen de s'échapper facilement et dans lesquels, il ne pourrait pas trouver l'aide nécessaire si, arrivait, une crise de panique ou une anxiété intense. L'agoraphobie, on peut la retrouver, à la fois, dans des lieux clos, dans des foules, ou au milieu d'une plaine, complètement vide, hein. Donc l'agoraphobie, ça va surtout concerner des femmes, 1 des hommes, 2 des femmes. Sur les 12 derniers mois, c'est les prévalences qu'on peut relever et elle est bien souvent associée, dans presque la moitié des cas, à un trouble panique. Le trouble panique, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque, la personne, a vécu généralement au préalable une attaque de panique, hein, dans une situation et va développer une anxiété anticipatoire qui va conduire à des conduites d'évitement, des modifications du comportement pour éviter des situations qui pourraient, renouveler l'attaque de panique. Donc on parle aussi de phobie finalement quand on parle de trouble panique. Le trouble panique, est aussi, comment dire, en tout cas le tabac semble favoriser, la survenue d'un trouble panique. Trouble panique qui va concerner à peu près 1 personne sur 10 sur les 12 derniers mois. Hem, enfin, le trouble anxieux généralisé, alors qu'est-ce que c'est? C'est une anxiété excessive, hein, qui concerne, hem, différentes activités ou différents événements dans la vie, quotidienne du sujet et on parle d'anxiété généralisée quand l'objet de l'angoisse, en fait, n'a pas de spécificité, n'a pas de limite. Hem, c'est, une évolution qui peut être fluctuante, chronique, avec des aggravations, notamment en période de stress. Donc c'est une comorbidité, psy qui est assez fréquente, chez le fumeur et le TAG, ça va concerner à peu près 3 de la population sur les 12 derniers mois. Le dernier trouble, ce qu'on appelle l'anxiété sociale ou la phobie sociale, qui peut se découper en 2 parties, hein, la phobie sociale et l'anxiété de performance, en fait. Hem, Là, on est sur un lien qui semble un peu inversé. Il semblerait que ce soit plutôt l'anxiété sociale qui augmente le risque d'entrer dans le tabagisme. Alors l'anxiété sociale, qu'est-ce que c'est? Ça se caractérise par une peur ou une anxiété vis-à-vis de certaines situations. Ça peut être une anxiété de performance et c'est des, situations qui vont donner lieu soit à des comportements d'évitement, soit qui seront très pénibles à vivre, en fait, pour le sujet. On considère qu'environ 13 de la population a souffert au cours de sa vie, d'une forme plus ou moins sévère d'anxiété sociale. Je parle pas je vais pas lister les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, parce qu'en fait, depuis, l'apparition du DSM-5, donc un peu la classification comme ça américaine des maladies psy, le TOC n'est pas, dans, les troubles anxieux. Mais j'en parle quand même parce que c'est un truc assez intéressant, c'est qu'autant, on a souvent des liens entre tabac et troubles psy, autant il y a pas vraiment de lien entre, le tabac et le TOC. Il y a peu ou pas de corrélation, entre cette pathologie et le tabagisme. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Qu'est-ce que c'est le TOC? C'est avant tout des obsessions, donc des pensées récurrentes, persistantes, qui vont envahir comme ça le sujet, et qui, vont souvent, pas tout le temps, mais vont souvent conduire, à des comportements ouverts ou internes, des comportements cognitifs, ce qu'on appelle des compulsions, pour essayer de réduire ou d'éviter cette angoisse. Donc les TOC, ça concerne 1 à 2 de la population. Ça apparaît, généralement chez le sujet, assez jeune, hein, et c'est plus fréquent chez la femme. Alors, hors diagnostic, de toute façon, les études, elles montrent que le tabac, ça aggrave l'anxiété. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas un diag de trouble anxieux généralisé, statistiquement, si vous faites passer des échelles qui évaluent la sévérité, hein, de la symptomatologie anxieuse chez des personnes, en moyenne, le fumeur, il est au-dessus du non-fumeur. Hem Et pourtant, les fumeurs le savent, on dit souvent que la cigarette, ça déstresse. En fait,
en fait, c'est que l'anxiété, c'est aussi un symptôme du syndrome de sevrage à la nicotine. Et effectivement, quand vous êtes en manque de nicotine, vous êtes stressé, vous êtes anxieux, et la cigarette que vous allez fumer va soulager ce manque. Donc indirectement, va soulager de l'anxiété. Et c'est là où on rentre dans une forme de cercle vicieux, ce qu'on peut appeler une boucle rétroactive d'aggravation de l'anxiété, dans le sens où le tabac augmente l'anxiété et en même temps la soulage. Donc le tabac va soulager le manque de nicotine et sur le long terme va aggraver l'anxiété. Et quand les conséquences d'un comportement sont renforçantes, soulageantes, ce qu'on appelle la récompense hein, dans le principe de conditionnement opérant, on voit la probabilité de renouveler ce comportement augmenter. Et c'est pour ça que on a cette réponse comme ça comportementale conditionnée de je stresse, alors je fume. Et ce sera notamment le cas chez le sujet anxieux. Ça, c'est pour le conditionnement opérant. Il y a eu aussi une autre forme de conditionnement, le conditionnement répondant. C'est un peu l'histoire du chien de Pavlov pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce que c'est? C'est, voilà, moi j'ai créé une association, je 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 suis en stress, je fume, je suis en stress à cause du manque de nicotine et ce stimulus, le manque de nicotine, se verra généralisé dans d'autres situations, qui entraîneront la même réponse émotionnelle. Par exemple, voilà, chez l'anxieux, mon mari est en retard, je vais être envahi de pensées un peu catastrophiques. Il lui est arrivé un accident, je sais pas moi, il est chez sa maîtresse, enfin, j'en sais rien. Arrive le stress et on a cette réponse conditionnée qui est l'envie de fumer et le fait de fumer. Donc le fait de fumer va pas réduire le stress à ce moment-là, mais c'est une réponse réflexe. Chez, le phobique social, qui, souffre d'une anxiété de performance et qui a du mal à manger en public, l'idée même de devoir manger en public, va générer des pensées automatiques, des émotions, du stress et va entraîner cette réponse réflexe, de comportement tabagique. Et c'est là où on commence à faire le lien entre tabac et santé mentale, en tout cas entre tabac et trait anxieux, parce qu'on ne peut pas finalement prendre en charge le tabagisme dans l'anxieux sans se, questionner aussi sur les causes de son anxiété. Alors, à l'arrêt du tabac, ce qu'on constate, c'est que le niveau d'anxiété, il peut augmenter au cours des premières semaines. Bon, ça, c'est lié au sevrage tabagique. Au bout d'un mois, le niveau d'anxiété, il diminue et en moyenne, il diminue à un niveau inférieur au niveau d'anxiété qu'on avait, lorsqu'on était fumeur. D'ailleurs, c'est l'une des pistes qui permet de comprendre que, ce serait davantage, le tabac qui induit l'anxiété. À l'arrêt du tabac, le niveau d'anxiété, pardon, en cas de rechute du tabac, le niveau d'anxiété, va revenir, au niveau initial, donc va réaugmenter. Concernant les médicaments, les anxiolytiques sont, peu perturbés, par la fumée du tabac et donc peu perturbés à l'arrêt du tabac. Donc il est recommandé de garder enfin la même posologie finalement que le sujet fume ou arrête de fumer. Ce qui est pas forcément le cas de tous les médicaments, on le verra après. Hem, alors, comment prendre en charge, tabac et troubles anxieux? Alors, on peut avoir une approche, comportementale, hein. Ça peut passer par, ce qu'on appelle le contrôle du stimulus, c'est-à-dire, heu, je vais essayer d'identifier comme ça ces situations qui vont être génératrices d'anxiété chez moi et puis, je vais essayer de trouver des stratégies alternatives, des comportements alternatifs, pour répondre différemment à ces situations qu'en fumant. Une autre méthode, c'est, la méthode d'exposition, donc une extinction du comportement appris. Là, le comportement appris, c'est le fait de fumer, hein. Donc l'idée, c'est finalement que le patient s'expose, carrément, hein, aux situations anxiogènes, mais ne fume pas. Ce qu'on appelle, l'exposition avec prévention de la réponse. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Beh,
C'est un peu comme le chien de Pavlov, hein, qui finira par arrêter de saliver au son de la clochette s'il n'a pas sa récompense. Peu à peu, la réponse conditionnée va s'éteindre. Et cet ensemble de stimuli comme ça, qui créent des envies de fumer, ne créeront pas d'envie de fumer. On peut aussi travailler sur, là davantage sur le conditionnement opérant, sur donc la question de la récompense, et de neutraliser finalement la récompense induite par la cigarette. Donc on a dit, hein, la cigarette, l'effet récompensant, ça va être le soulagement du manque, donc le soulagement de l'anxiété induite par le manque de nicotine. Le fait de, proposer des TSN, donc les TSN, c'est les traitements de substitution nicotinique. Le fait de proposer des TSN, va permettre de saturer un peu nos récepteurs, à la nicotine et finalement la cigarette qu'on fumera quand même par réflexe, hein, ne sera pas renforçante, ne sera pas soulageante et un comportement qui n'est pas récompensé, finit toujours par s'éteindre. Autre technique, c'est les techniques de relaxation. Alors les techniques de relaxation, visent pas forcément à contrôler, la cause de notre anxiété, mais à mieux y répondre. Les techniques de relaxation, donc elles visent, hein, l'activation du système parasympathique, et il y a différentes techniques. Alors, il y a, les techniques respiratoires, c'est assez simple, hein, donc une respiration, abdominale, lente, profonde. On trouve assez facilement, là, le patient il peut facilement s'entraîner tout seul, hein, il y a plein d'applications qui apprennent à respirer doucement, justement pour éviter, de suroxygéner comme ça le corps, et qui permettent comme ça, dans des crises un peu aiguës aussi, de faire redescendre un peu la tension. Vous avez aussi des manœuvres musculaires, la plus connue, c'est la manœuvre de Jacobson, qui est en fait un cycle de contraction et de décontraction de groupes musculaires et puis, on les fait, un par un. D'abord la main dominante, l'avant-bras, le bras dominant, l'autre main et cetera et donc ça, c'est des méthodes qui, voilà, visent à réduire en fait l'activation, du système parasympathique qui, serait, finalement à l'origine, de l'émotion anxieuse. Alors, pour l'évaluer cette anxiété, il y a différentes échelles, hein, qu'on peut utiliser. Il y en a une qui est présente dans, le dossier de consultation de tabacologie, qu'on peut retrouver sur Santé publique France. Alors, avant, on pouvait les commander ces dossiers, je ne sais pas si c'est encore le cas, en tout cas, on peut les télécharger. Donc c'est des dossiers qui ont été validés aussi par la Société française de tabacologie et dans ce dossier, vous avez, une échelle qui s'appelle la HAD, qui est une échelle alors c'est pas une échelle diagnostique, bien sûr, mais c'est une échelle qui va évaluer la sévérité, de la symptomatologie anxieuse, aussi de la symptomatologie dépressive, en 14 items et qui peut avoir différents intérêts, mais qui peut notamment avoir l'intérêt de suivre, dans le temps, le niveau d'anxiété, le niveau de dépression du sujet, notamment quand on l'accompagne sur un arrêt du tabac. Concernant les troubles de l'humeur, je vais surtout vous parler de la question de la dépression, de la bipolarité, puis on fera quand même un point rapide sur le risque suicidaire parce que ça reste aussi essentiel à évoquer, sur ce sujet. Le trouble dépressif, qu'est-ce que c'est? Bah, ça se caractérise par une tristesse intense, hein, persistante, qui va perturber le fonctionnement, du sujet et bien souvent, en fait, ça impacte, l'intérêt, la volonté, le plaisir qu'il peut éprouver pour des activités du quotidien. Donc on trouve différentes formes, hein, de troubles dépressifs. Il y a la dépression majeure, la dépression persistante, des dépressions qui seraient dues, à un trouble somatique ou à une substance et le trouble dépressif va concerner 15 à 20 de la population générale sur la vie entière. La bipolarité, en revanche, alors il y a 2 formes de bipolarité, la bipolarité, elle va se caractériser par des épisodes maniaques et ou dépressifs, avec éventuellement une forme d'alternance. Vous avez la bipolarité de type 1, où là, peuvent apparaître des épisodes de manie, donc une humeur haute, hein, qui a un impact sur le fonctionnement, parfois une symptomatologie, psychotique, et qui peut être diagnostiquée avec ou sans antécédent dépressif. Et puis vous avez la bipolarité de type 2 qui, là, nécessite à la fois, des épisodes d'hypomanie, donc des formes
plus légères, hein, des formes atténuées de la manie, et des épisodes dépressifs. La bipolarité, la prévalence, ce sera à peu près 4 de la population sur la vie entière. Concernant le risque suicidaire, c'est un terme assez large, hein, qui va à la fois couvrir, des comportements, d'idéation suicidaire, jusqu'au comportement préparatoire et jusqu'à la tentative. Alors il y a une forte association entre tabagisme et troubles de l'humeur, mais finalement, il n'y a pas il y a pas de recherches qui vont, dire le lien, voilà, c'est exactement ça. Hem, on pense que le tabac favorise la dépression. hem, alors, il y a différentes hypothèses, hein, est-ce que c'est l'interaction entre les composants de la fumée du tabac et les systèmes sérotoninergiques? C'est une hypothèse, mais on sait qu'en tout cas, les fumeurs ont un risque plus élevé, de rentrer dans une dépression, 4 fois plus élevé que les non-fumeurs. Mais on sait aussi que des fumeurs, enfin en tout cas pas encore des fumeurs, mais des personnes qui ont eu des antécédents dépressifs, sont plus à risque de rentrer dans le tabagisme. Donc là aussi, on peut faire, différentes hypothèses, hein. Est-ce que c'est les effets stimulants de la nicotine? Je vous rappelle que la dépression, voilà, il y a aussi une forme d'apathie, d'anédonie, d'aboulie, donc il peut y avoir un besoin de stimulation comme ça. Est-ce que c'est l'effet des IMAO? Alors les IMAO, c'est les inhibiteurs de monoamine oxydase, hein. C'est une substance qui est naturellement présente dans la fumée du tabac, qu'on retrouve dans certains antidépresseurs et qui viennent empêcher la recapture de la dopamine qui donne le plaisir. Donc est-ce que c'est les effets des IMAO dans la fumée du tabac? On sait pas trop, mais ça fait partie des hypothèses. Troisième hypothèse, c'est, pas de lien entre tabac et dépression, mais en fait un terrain génétique commun, une vulnérabilité qui, va à la fois favoriser le tabagisme du sujet et à la fois entraîner un risque de dépression. Chez le bipolaire, on a aussi 3 à 4 fois plus de fumeurs qu'en population générale et des fumeurs qui fument beaucoup plus, un tabagisme qui est 2 fois plus important que la moyenne. Ce qu'on disait en début de présentation, c'est que la sévérité de la symptomatologie, elle est aussi corrélée à l'intensité du tabagisme et il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que quelle que soit, la prévalence, du tabagisme dans ces populations, quelle que soit l'intensité du tabagisme, quelle que soit, hem, la difficulté dans le sevrage, la motivation, les études montrent que la motivation reste la même chez le sujet dépressif, bipolaire ou, en population générale. C'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes taux de fumeurs qui ont un désir d'arrêter. Alors entre le désir et l'action, il peut y avoir un gap important, hein, mais c'est important de garder en tête que nos sujets, même lorsqu'ils souffrent de troubles psychiques, ont ce désir d'arrêt. Alors, l'humeur dépressive, ça fait aussi partie, des symptômes de sevrage, donc c'est à surveiller, à l'arrêt du tabac. Lorsqu'il y a eu des antécédents de dépression, il peut y avoir un risque de décompensation, donc c'est quelque chose qu'on va chercher, dans l'anamnèse et puis qu'on va surveiller à l'arrêt du tabac. On ne constate pas non plus d'aggravation du trouble bipolaire à l'arrêt. Les antidépresseurs, hein, les traitements antidépresseurs, sont peu impactés par la fumée du tabac, donc il n'y a pas de raison de réajuster la posologie, sauf, la fluvoxamine, donc l'IRS, hein, l'inhibiteur de recapture de la sérotonine, où, la Fédération française de psychiatrie recommande une diminution de 10 de la posologie au 4e jour d'arrêt. On peut aussi avoir des baisses, des concentrations plasmatiques. Alors j'y reviendrai plutôt sur la schizophrénie, mais on peut avoir une baisse des concentrations plasmatiques de l'olanzapine, qui peut être prescrite dans la bipolarité, et qui peut être réajustée aussi, à l'arrêt du tabac. Alors quelles recommandations à l'arrêt? Après, la prise en charge, globalement, c'est à peu près la même. C'est le bon sens, quoi. Donc on va éviter peut-être un arrêt, quand notre sujet, il est en plein épisode aigu, et puis on va plutôt le favoriser lorsqu'il y a une fenêtre motivationnelle qui apparaît ou que nous, soignants, parvenons à créer finalement chez le sujet.
Un truc qui est intéressant parce que tout le monde n'arrive pas à arrêter d'un coup comme ça à date, c'est, d'envisager dans un premier temps une réduction progressive du tabagisme par l'usage de la substitution nicotinique. C'est-à-dire qu'on peut très bien patcher quelqu'un, et le laisser fumer en même temps. Ça, j'y reviendrai, donc c'est une recommandation, qui existe depuis un petit moment, mais il n'y a pas de contre-indication à fumer avec un patch, surtout si ça, permet d'augmenter la confiance, le sentiment d'autocontrôle que la personne peut avoir et peut-être lui permettre un peu plus tard un arrêt. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on fait d'abord, est-ce qu'on traite d'abord la dépression ou est-ce qu'on traite d'abord le tabagisme? En fait, ça dépend un peu de la personne, de ce qu'elle a envie. On va éviter, de s'occuper seulement du tabagisme et de laisser, le déprimé à sa dépression. Mais, on peut avoir soit une approche conjointe, dépression-tabac, alors pour moi c'est à mon sens, hein, c'est quand même la plus efficace. Soit d'abord, prendre en charge la dépression et envisager ensuite un arrêt du tabac. Hem, L'arrêt, bon, bah, l'arrêt il se fera voilà, par une approche médicamenteuse, un IRS, c'est-à-dire un antidépresseur, des substituts nicotiniques, idéalement, associés à une psychothérapie comme la TCC. Il me semble qu'il y a pas de contre-indication à utiliser aussi un médicament qu'on appelle alors, qui s'appelle le Champix, dans sa forme commerciale, ce qu'on appelle la varénicline, qui peut être utilisé, mais plutôt en seconde intention, et qui nécessitera quand même un suivi médical et une certaine vigilance. Sur la prise en charge, on va quand même avoir un focus sur, 3 aspects, la question du soutien, chez le sujet dépressif, donc soutien professionnel, l'entourage, des groupes d'entraide, enfin j'en sais rien, mais qu'il y ait du soutien. Hem, on va aussi quand même travailler, une vigilance sur les plans de prévention, de la rechute, donc d'essayer d'identifier les situations à risque, c'est-à-dire les situations dans lesquelles, on va avoir, des envies, importantes de fumer, mais qu'on peut contrôler et la prévention des situations à haut risque. Ces situations à haut risque, c'est les situations dans lesquelles, bah, si je me retrouve dedans, je suis sûr, peut-être pas de rechuter, mais de faire un faux pas, de commettre un faux pas, de reprendre, une cigarette ou 2. Et donc là, on sera plutôt sur des stratégies d'évitement. Hem, le sujet dépressif, il n'a pas beaucoup de plaisir, au quotidien. Donc l'arrêt du tabac, l'idéal, c'est quand même, qu'il puisse en tirer certains bénéfices. Donc on va aussi avoir une approche, alors plutôt une approche motivationnelle, hein, où on va chercher, avant et pendant l'arrêt, lui quel bénéfice finalement il tire de sa démarche. Donc d'essayer d'identifier un peu des renforçateurs qui vont consolider comme ça sa volonté d'arrêt. Sur la question du risque suicidaire, alors il y a une association entre tabagisme et risque suicidaire, c'est une association qui est dose dépendante. Plus je fume, plus j'augmente mon risque suicidaire, qu'on va davantage retrouver chez la femme et c'est une association, en fait, qui persiste, y compris, après contrôle des comorbidités psychologiques, psychiatriques. À l'arrêt, le patient qui présente un risque suicidaire, bon, ben, on va être sur une surveillance renforcée, hein, on va surveiller le risque de décompensation, y compris, chez le patient bipolaire en cas de virage maniaque. Un outil pour évaluer, le risque suicidaire, en tout cas l'évaluer indirectement, c'est l'échelle de désespoir de Beck en 20 items, avec un seuil qui, est fixé par l'auteur à 13, au-dessus duquel, on doit avoir une vigilance quand même particulière. Ça vient pas contre-indiquer un arrêt du tabac, mais ça nécessite une vigilance toute particulière. Troisième catégorie, tabac et psychose. Alors, les psychoses, hein, dont la schizophrénie, qu'est-ce que c'est? C'est, des distorsions, de la réalité, de la pensée, des perceptions, des émotions, du langage, du sentiment de soi et du comportement. Donc il y a comme ça une modification un peu des réalités. Dépendant des études, le tabagisme, il atteint quasiment 100 chez les sujets psychotiques. Là aussi avec, une sévérité plus importante, hein, un nombre de cigarettes fumées, plus important qu'en population générale et ça entraîne,
une mortalité cardiovasculaire, un risque de mortalité respiratoire qui est 5 à 6 fois plus important que la moyenne qu'en population générale. Le taux d'arrêt, il est relativement faible, et la dépendance est plus sévère. Alors ce qu'on appelle une dépendance plus sévère, voilà, là, on est sur une moyenne de 6 à 7 sur l'échelle de Fagerström. Je vais quand même vous la présenter cette échelle parce que vous risquez d'en entendre un peu parler. L'échelle de Fagerström, c'est le test le plus utilisé dans l'évaluation de la dépendance tabagique. Alors c'est pas la panacée non plus, le test de Fagerström, il a des qualités psychométriques qui sont quand même assez faibles, le test de Fagerström, il se limite finalement à l'évaluation de la dépendance physique, au tabac. Or, on sait que finalement, les dimensions psy et comportementales sont quand même, importantes, si ce n'est plus importantes que la dépendance physique. Test de Fagerström, ce qu'on a appelé avant le test de dépendance à la nicotine et qui a été renommé, suite à l'apparition de la cigarette électronique, le test de dépendance à la cigarette. Il est en 6 questions et vous en avez 2 qui sont importantes, en tout cas les 2 les plus importantes. C'est le délai entre le réveil et la première cigarette et le nombre de cigarettes fumées par jour. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il faut être assez vigilant là-dessus. Le test de Fagerström, il peut pas fonctionner si vous avez des, usagers, des patients, des résidents qui sont contraints dans leur consommation de tabac, qui sont contraints dans le nombre de cigarettes qu'ils peuvent fumer ou qui sont contraints dans le moment, auquel ils peuvent fumer. Si c'est le cas, alors vous avez des résultats de tests qui sont biaisés. Un autre test qui est un peu plus intéressant, c'est la CDS-12, qui est un test qui en fait va reprendre les catégories, les éléments du DSM et qui ne va pas seulement s'occuper de la dépendance physique, mais aussi de la dépendance comportementale et psychologique. Donc c'est un test qui a été validé en français, hein, qui a de meilleures qualités psychométriques et qui est un bon prédicteur des difficultés qu'il y aura à l'arrêt, notamment dans l'intensité du sevrage tabagique. Donc ce test, vous pouvez le retrouver un peu partout, il est dispo sur le Respad par exemple, mais en tapant CDS-12 sur internet, on le trouve assez facilement. Alors, pourquoi, nos psychotiques, ils fument? On peut faire plusieurs hypothèses là aussi. La première hypothèse, c'est, ils fument pour les effets de la nicotine. Soit pour les effets stimulants, hein, c'est vrai que la nicotine, ça améliore certaines fonctions cognitives, donc il y aurait une forme d'automédication, par la consommation de nicotine. Hem, on a aussi constaté que la consommation, de tabac pouvait réduire les effets extrapyramidaux, de certains antipsychotiques et et ça, c'est une hypothèse alors qui va pas expliquer, pourquoi les gens se mettent à fumer parce que finalement, 90 du public psychotique démarre par le tabac avant de démarrer un traitement, mais qui pourrait expliquer aussi le maintien, dans le tabagisme. Troisième hypothèse, c'est, les effets stimulants de la nicotine qui peuvent limiter, la symptomatologie négative, qu'on retrouve chez le schizophrène, hein, les symptômes de repli. Donc ça, c'est, des hypothèses quant aux effets de la nicotine. On peut faire d'autres hypothèses aussi, c'est que la majorité des études sur ce public, est réalisée sur des patients hospitalisés. Donc est-ce que c'est pas aussi le contexte qui, entraîne, du tabagisme avec des fonctions normatives, parfois partagées, hein, avec le personnel, des fonctions occupationnelles? Voilà, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Troisième hypothèse, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, une corrélation qui ne serait pas une causalité, avec un terrain génétique de vulnérabilité entre les 2 troubles. Alors il y a une étude qui est intéressante, hein, qui a montré que vous prenez des paires de jumeaux, dont l'un des 2 est schizophrène, dans 87 des cas, le jumeau sain sera aussi fumeur. Et donc ça, c'est des résultats qui peuvent laisser penser, à un terrain génétique commun. Alors, l'impact, du tabagisme, alors le tabagisme peut impacter le traitement, heu, chez le sujet psychotique. Je vous mets l'exemple, d'un cas clinique du pôle de Caen, où on avait,
un patient, hein, qui souffrait d'une schizophrénie paranoïde, qui fumait une quinzaine de cigarettes par jour. Et là, vous voyez sur les courbes là avant, le premier trait, c'est, les concentrations, sanguines de clozapine, un antipsychotique qui lui était prescrit. Notre patient, bah, il est plein de bonne volonté et il décide d'arrêter de fumer. C'est une bonne chose. Et là, on constate qu'à posologie, égale, hein, on a une montée, des concentrations de clozapine, des concentrations sanguines, avec au bout d'une semaine ou 2, une réduction de la posologie, hein, qui a été faite. Donc là, on voit une diminution et de nouveau une montée et de nouveau une réduction de la posologie de clozapine et en fait, il a fallu passer de 500 à 300 milligrammes pour réussir à stabiliser, notre concentration sanguine comme ça de clozapine et ça peut être assez important de se poser ces questions, notamment, voilà, sur des médicaments qui peuvent avoir une marge thérapeutique assez étroite. Pouvoir se dire: «Bon, je vais surveiller un peu ça parce que c'est des pics de concentration qui peuvent mettre aussi en danger la santé du patient». Là, dans cet exemple, voilà, il a fallu de réduire de 40 à être à 60 de la posologie initiale pour stabiliser le résultat et passer à des valeurs, non toxiques. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que dans la fumée du tabac, il y a des hydrocarbures polycycliques et ces hydrocarbures, ils vont, accélérer, le métabolisme hépatique de certains médicaments, notamment des antipsychotiques. Les recommandations qu'on peut trouver, c'est, qu'à l'arrêt du tabac, bon, il faut avoir une surveillance clinique, hein, pour l'olanzapine et la clozapine et il est recommandé de diminuer d'un facteur, 1,5, la posologie en 2 et 4 semaines. Il faut aussi surveiller, sur d'autres, médicaments, comme l'halopéridol, et bien sûr, bah, en cas de reprise du tabagisme, revenir finalement sur les doses initiales. Alors, moi, je suis pas psychiatre et beaucoup d'entre vous ne le sont pas non plus. Donc en fait, on va pas s'embêter, hein. On refile le bébé, c'est-à-dire que quand j'accompagne un patient psychotique qui est suivi, par son psychiatre, je fais un courrier, au médecin prescripteur, l'informant de sa démarche, d'arrêt du tabac et puis, laisse au médecin le soin, ou non de réajuster, le traitement. Comment conduire l'aide à l'arrêt du tabac chez, ce type de public, bah, bien évidemment, on va rester à distance des épisodes aigus. Il n'y a pas de contre-indication à l'usage des substituts nicotiniques, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, aussi, chez le sujet dépressif, c'est qu'on peut, fumer avec un patch, il n'y a pas de risque, hein. Le fumeur, il est habitué aux effets, de la nicotine, le rythme cardiaque, il va pas augmenter ou peu. Et le risque cardiaque, il n'est pas lié aux effets stimulants de la nicotine, il est lié à l'hypoxie, c'est-à-dire à la présence de monoxyde de carbone, dans la fumée du tabac qui rentre dans le sang et qui prend la place de l'oxygène. Donc quand je patch quelqu'un, naturellement, il va moins fumer, c'est ce qu'on appelle l'autotitration en nicotine et s'il fume moins, il absorbe moins de monoxyde de carbone et donc il réduit cette hypoxie. Hem, En cas d'hospitalisation, faire arrêter de fumer un patient psychotique pendant l'hospitalisation sans organiser une prise en charge à la sortie, c'est une rechute qui sera systématique, ou quasi systématique. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir organiser la prise en charge à la sortie, par le médecin généraliste, par un XAPA, par des groupes d'entraide, par Tabac Info Service, peu importe, mais de s'assurer, voilà, du suivi, de la consolidation du sevrage à la sortie d'hospitalisation. La prise en charge psychologique, bah, elle est souvent plus rapprochée. Moi, j'ai des patients, je les suis, depuis plusieurs années, hein, dans l'arrêt du tabac, en tout cas dans le maintien de l'arrêt du tabac. Pourquoi? Parce que, bah, la motivation alors, de toute façon, c'est le cas chez tous les fumeurs, hein, mais la motivation, elle est fluctuante. Donc l'idée, c'est de pouvoir, comme ça renforcer, consolider cette motivation. Ce qui est important aussi, c'est de donner une information qui soit, claire et adaptée, hein, sur ce qu'est le tabac, sur ce qu'est la nicotine, sur ce qu'est le sevrage. Parce qu'il y a quand même beaucoup de croyances, de craintes et de croyances, liées au tabac et à l'arrêt du tabac. On peut mettre en place une stratégie cognitivo-comportementale sur la gestion des stimuli, d'apprendre finalement à réagir, face à ce qui nous donne envie de fumer
Et ce travail, il se fait pas, si vous voulez, on n'est pas dans un rapport soignant-soigné ou sachant-apprenant, en fait, hein. C'est un rapport qui est collaboratif en entretien. C'est-à-dire que, on va, co-construire entre le thérapeute et le patient, un plan de sevrage et un plan de prévention de la rechute. Mais c'est vraiment un travail qu'on fait, ensemble, en collaboration. On aura une attention qui sera, toute particulière sur, la gestion du temps libre qui est parfois assez importante, chez ce type de patient. Et puis bien sûr, on va chercher, et prendre en compte les polyaddictions qui peuvent influencer finalement l'arrêt du tabac. Alors, ce que je vous disais, c'est que finalement j'ai réduit un peu mes diapos là-dessus pour pas trop, manger sur le prochain webinaire là qui aura lieu le 23 mars. Simplement pour vous dire, 3 choses. Il y a une corrélation positive entre la consommation d'alcool et la consommation de tabac, avec, un risque qui ne va pas s'additionner, mais qui va se multiplier. Et puis, vous avez aussi une corrélation positive entre, l'entrée dans le tabagisme et l'entrée dans le cannabis et vice versa, hein. Démarrer par le cannabis, ça induit un risque plus important de devenir fumeur. Pourquoi j'en parle de ça? C'est que moi, j'ai beaucoup de patients, psychotiques qui fument du cannabis. Et quand ils viennent me voir en me disant, «Voilà Thibaut, je veux arrêter de fumer le tabac, mais je veux pas ou je me sens pas d'arrêter de consommer du cannabis», je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté parce que même s'ils arrêtent de fumer des cigarettes, ils mettront du tabac dans leurs joints et en fait, ils n'arrêtent pas le tabac. Donc une initiative que nous on a développée là depuis un peu plus d'1 an sur le XAPA, c'est, d'expérimenter par une approche comme ça de réduction des risques et des dommages tabac-cannabis, le prêt de vaporisateurs d'herbes sèches. Qu'est-ce que c'est un vaporisateur d'herbes sèches? C'est le petit boîtier noir là que vous voyez, en bas au centre de l'écran. Donc c'est pas du tout une cigarette électronique, hein, un petit boîtier dans lequel, vous glissez une capsule et dans cette capsule, vous mettez, la substance psychoactive que vous voulez consommer. Donc, la résine, l'herbe, THC ou CBD. Cette petite capsule, est mise dans ce boîtier et elle sera chauffée à environ 200°, qui est une température inférieure au point de combustion du cannabis, mais suffisante pour vaporiser, le principe actif, les terpènes, hein, ce qui donne aussi le goût, les arômes du cannabis. Et donc c'est un dispositif qui offre l'avantage chez le fumeur, non désireux d'arrêter le cannabis, de pouvoir continuer à en consommer sans fumer et sans tabac. Et donc ça, c'est aussi des dispositifs qui permettent d'amener au sevrage tabagique un fumeur de cannabis qui n'est pas prêt à arrêter le cannabis. Donc c'est un dispositif qui agit sur certains dangers, en fait, les dangers propres à la fumée, à la combustion, heu, notamment les cancérigènes, les particules fines, le monoxyde de carbone. Et puis qui va agir sur la nicotine vu que là, à ce moment-là, il y a plus de nicotine. On peut pousser plus loin, alors nous, c'est pas forcément le but, mais c'est déjà arrivé et puis s'il y a une demande, on va bien sûr s'en saisir. Mais une fois que la personne a arrêté de fumer le tabac, elle peut aussi décider de remplacer le cannabis THC par du cannabis CBD et là, c'est un dispositif qui aura un impact sur d'autres dangers, dans notre matrice de risque et les dangers qui sont plutôt dus, à l'intoxication par le THC. Hem, alors, quand on veut s'occuper un peu du tabagisme, et de nos patients comme ça qui souffrent de troubles psy, en fait, souvent la première étape, c'est d'abord de s'occuper un peu du soignant, hein, parce que ce sera lui notre relais aussi sur l'accompagnement au sevrage tabac et on se rend compte que, y compris dans le personnel soignant, alors moi quand je dis soignant, c'est au sens large du terme, hein, j'inclus le personnel médico-social, l'agent d'accueil, l'accompagnant, les travailleurs sociaux, les infirmiers, les médecins, les psys. On se rend compte qu'en fait, souvent les équipes soignantes, ont elles-mêmes beaucoup de freins et de croyances liées au tabac. Alors on peut entendre dire que, le tabac c'est un outil relationnel, voire un outil de négociation et de récompense, hein, quand on distribue des cigarettes.
pour entendre dire que fumer c'est un plaisir, c'est un peu le dernier plaisir qui reste aux patients, donc on va peut-être pas les en priver. Il peut y avoir des craintes de risque de décompensation. Ils ont parfois le sentiment que les traitements ne sont pas efficaces, que finalement tous les malades fument. Et il y a une question qui revient souvent, et c'est celle-ci que je vais traiter, c'est la question de la légitimité. Moi, soignant, fumeur, je ne suis pas légitime pour aider les autres à arrêter de fumer. Et c'est vrai que c'est une bonne question. C'est une bonne question qui a fait l'objet d'une étude, alors qui date un peu cette étude, mais qui a l'intérêt d'avoir été menée en région PACA. Alors c'est une étude où on a essayé d'évaluer l'efficacité des médecins généralistes selon leur propre statut tabagique. La question, c'est finalement, est-ce qu'un médecin fumeur est aussi efficace qu'un médecin non fumeur pour aider son patient à arrêter de fumer? Il y a eu 3 résultats à cette étude. Le premier résultat, c'est que finalement les médecins fumeurs ont été moins enclins, moins volontaires à participer à cette étude et ça, c'est assez intéressant parce que, on peut faire le lien avec les équipes soignantes et se dire voilà, heu, le statut tabagique du professionnel, si elle ne réduit pas son efficacité, dans la prise en charge, peut réduire son envie, sa volonté, sa confiance dans l'accompagnement qu'il aura, des patients fumeurs. Alors qu'au contraire, l'étude a montré qu'il n'y avait aucune différence significative dans l'efficacité des médecins, que le médecin soit fumeur ou non fumeur. Finalement, ce qui a un impact, c'est davantage, le côté volontaire et l'utilisation de ce qu'on appelle le conseil minimal, le conseil d'arrêt, dans l'efficacité du soignant. Minimal, quelque chose qui est recommandé finalement dès qu'on rencontre un fumeur, ça prend 2 minutes. Ça a peu d'impact, mais en fait, vu que c'est très rapide et si on le systématise, ça entraîne quand même, beaucoup, beaucoup d'arrêts spontanés, hein, sur la population générale. C'est finalement de poser 2 questions: «Fumez-vous et voulez-vous arrêter?» et si la personne nous répond «oui», de lui remettre une brochure. Ce conseil minimal, on peut le développer et dans ce cas, ça deviendrait ce qu'on appelle le conseil d'arrêt. Alors le conseil d'arrêt, c'est 10-15 minutes à peu près. Ça consiste pour le professionnel à indiquer à un fumeur qu'il est bénéfique pour sa santé d'arrêter de fumer. Ça s'adresse à tous les fumeurs, qu'ils soient prêts ou non d'arrêter de fumer. Donc ça, le conseil d'arrêt, n'importe qui peut le pratiquer. L'idée, c'est simplement de donner une information qui soit claire et adaptée à la situation du fumeur. Si je reprends notre fumeur anxieux, eh ben, lui dire: «Voilà, arrêtez de fumer, au bout de quelques semaines, réduirez votre anxiété, ma porte elle est ouverte si vous voulez qu'on en discute», c'est du conseil, d'arrêt. Parler de l'impact du tabac sur un traitement médicamenteux, notamment quand celui-ci a des effets secondaires, assez lourds, et inviter la personne à envisager l'arrêt du tabac pour impacter finalement, les effets de son traitement, c'est du conseil d'arrêt. L'idée quand même du conseil d'arrêt, c'est de demander avant au patient s'il est d'accord pour en parler, parce que l'idée c'est pas non plus de forcer comme ça, de forcer l'échange si la personne n'est pas intéressée par l'échange. Mais le conseil d'arrêt, il permet d'explorer, l'intérêt qu'on peut avoir pour le changement. Alors, les stades de changement, ben, je vais pas avoir le temps de trop en parler, c'est pas très grave parce que, heu, ce modèle-là qu'on appelle le modèle transthéorique du changement, donc le modèle de Prochaska, on le voit un peu partout, hein. Dès que vous avez des interventions en tobacco, l'intervenant vous parle du modèle de Prochaska. Donc je vais passer très rapidement dessus. Juste quelques éléments qui sont quand même assez intéressants, c'est que la majorité des fumeurs sont au stade de la contemplation, c'est-à-dire au stade de l'ambivalence. Ils ont à la fois envie d'arrêter de fumer et se sentent pas de le faire tout de suite, quoi. Ils ont envie de continuer à fumer. 2e élément intéressant, c'est que, ce qu'on appelle le cercle de Prochaska, faut pas imaginer un parcours linéaire. Vous avez des oscillations comme ça entre les différents stades. Et si je vous prends l'exemple, du stade de la décision, donc vous avez, 100 fumeurs qui décident d'arrêter de fumer, qu'on les requestionne 6 mois plus tard, en fait, on se rend compte qu'il y en a encore 53, donc plus de la moitié, qui sont toujours au stade de la décision, une trentaine qui a régressé, au stade de la contemplation et seulement une dizaine qui a mis en œuvre comme ça une action d'arrêt du tabac.
Et ça, c'est une statistique qui est assez intéressante parce que, elle vient expliquer pourquoi, on a l'impression, hem, qu'il y a une inertie comme ça du comportement chez le fumeur. Ouais, à une époque, je travaillais, sur le service des appartements thérapeutiques avec des durées de séjour de 6 mois, 1 an. Et j'avais mes collègues qui me disaient: «Mais le gars qui veut arrêter de fumer, qui a même besoin d'arrêter de fumer, en fait, 6 mois plus tard, il est toujours au même stade». Bah oui, mais c'est normal, en fait. C'est normal et c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a quand même un effet, alors ce qu'on pourrait appeler un effet barrière de corail. C'est-à-dire que notre fumeur, une fois qu'il est dans l'action, la probabilité comme ça de se maintenir dans l'action, voire d'arrêter complètement de fumer est assez importante. Le risque de revenir en arrière est plutôt faible. C'est pour ça que je parle un peu de déclic ou de barrière de corail. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, le gros du boulot, c'est d'amener, le fumeur vers l'action. D'ailleurs, c'est un peu le principe du mois sans tabac, hein, le mois sans tabac, il dure 4 semaines. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est créer l'action. Une fois que l'action est créée, la probabilité de maintien comme ça du sevrage tabagique, elle est, déjà, beaucoup plus importante. Hem, quelques petites méthodes là comme ça, sans faire de la psychothérapie, hein, mais pour motiver comme ça un fumeur au changement. Moi, des méthodes que j'aime bien utiliser, alors vous avez l'exercice assez classique de la balance décisionnelle, où on liste un peu les avantages, les inconvénients à fumer, à arrêter de fumer et puis on va explorer comme ça ces avantages, inconvénients. Vous avez la méthode des cercles vicieux, donc d'identifier en quoi finalement, le tabac participe, aux problèmes que je rencontre, hein, le problème de dépression, le problème d'anxiété et cetera. Puis de voir en quoi, l'arrêt du tabac permettrait de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Troisième technique, c'est de désamorcer, les fausses obligations. On entendra souvent un fumeur, dire, «Il faut que j'arrête». Alors ça, c'est le pire. C'est-à-dire que si vous fermez les yeux et que je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, la première image qui vous vient à l'esprit, c'est l'éléphant rose. Se dire: «Je dois arrêter de fumer, il faut que j'arrête de fumer», c'est déjà penser au tabac et se mettre ce type d'obligation, ça va générer des émotions négatives et notre fumeur, comment il réagit aux émotions négatives? Eh ben, il fume. Donc l'idée, c'est de passer de l'obligation, en fait, à la décision. C'est pas je dois ou il faut que j'arrête de fumer, c'est en fait, j'ai décidé d'essayer d'arrêter de fumer. J'ai décidé d'essayer des méthodes. Certaines vont fonctionner, d'autres moins bien, d'autres pas du tout. Mais je vais prendre mon temps et je vais prendre mon temps pour trouver la bonne méthode parce que j'ai décidé d'arrêter de fumer. 4e méthode, c'est la lettre de rupture. C'est un truc que j'aime bien faire ça, sur les dépendances, alors plutôt les dépendances, psychologiques ou comportementales. Je le fais beaucoup pour la cocaïne, mais je le fais aussi pour le tabac. C'est de faire rédiger au patient une lettre de rupture, une rupture au tabac, comme si c'était une rupture amoureuse. Donc il rédige une lettre de pourquoi il a décidé de quitter le tabac et ça a l'intérêt d'ancrer, sans mauvais jeu de mots, les motivations, et de verrouiller une décision comme ça d'arrêt. L'autre intérêt, c'est que cette lettre, souvent il la porte en consultation, on la met dans une enveloppe, on la met dans le dossier et puis dans les semaines ou les mois qui vont venir, on a vu la motivation, elle peut être fluctuante. Lorsqu'apparaissent des pensées permissives, soulageantes, anticipatoires qui peuvent mener à une reprise du tabac, ça nous permet de ressortir cette lettre et de la relire. Et là, à ce moment-là, c'est pas les propos du thérapeute qu'on lit, c'est finalement les propos même du patient 4 semaines avant. Point rapide sur la nicotine. Alors je sais pas, peut-être prendre encore 5 minutes. Un point rapide sur la nicotine, on peut la consommer de plein de façons différentes. Vous avez la substitution nicotinique, vous avez la cigarette électronique, vous avez le tabac non fumé, vous avez le tabac chauffé, vous avez le tabac fumé, et selon ces façons de consommer la nicotine, on sera plus ou moins à risque. Hem, les substituts nicotiniques, c'est bien sûr la façon la plus saine de consommer de la nicotine. Depuis quelques années, il n'y a pas que les médecins qui peuvent la prescrire cette substitution nicotinique. Vous avez les sages-femmes, les infirmiers, les dentistes, les kinés, et donc ça peut être intéressant
je pense, moi j'ai mes collègues infirmiers par exemple qui sont ceux qui prescrivent, hein, sur le Xapa, les substituts nicotiniques, d'être un peu à l'aise là-dessus parce que c'est assez facile finalement et puis de pouvoir facilement proposer une ordonnance de substitut nicotinique qui, est remboursée, donc qui est prise en charge par l'assurance maladie parce que depuis quelques années, il y a plus de plafond annuel donc les médicaments sont remboursés. Alors, c'est pas une formation à la prescription, donc je vais pas y passer trop de temps, mais souvent chaque année, hein, pendant le mois sans tabac, vous avez des formations, à la prescription des substituts nicotiniques. Allez, je vais passer assez vite. Faire un dernier point sur, moi sur un outil qui m'aide quand même beaucoup dans ma pratique, c'est la cigarette électronique. Alors, je vais pas relancer le débat, hein, l'intérêt de la vape ou pas. La cigarette électronique, elle s'inscrit dans un cadre légal qui autorise le vapotage un peu partout, hein. Finalement, le vapotage, il est interdit que dans 3 endroits: les salles de réunion ou les bureaux partagés, les écoles qui accueillent des mineurs, et les transports en commun. C'est-à-dire que nous, en salle d'accueil d'un XAPA, hein, dans une chambre d'hôpital, dans un couloir d'entreprise, la loi autorise le vapotage. Elle l'autorise parce que c'est pas dangereux. Et le vapotage, par rapport à la substitution nicotinique, ça peut être plus attractif, notamment pour les populations qui souffrent de troubles psychiques. Là, il y a quelques mois, à la fin 2021, le Conseil à la santé publique a réactualisé son avis d'ailleurs sur la cigarette électronique. Alors bon, ils sont un peu, c'est pas encore considéré comme un médicament, mais le Conseil, considère lui-même que la cigarette électronique, ça peut être aussi un moyen d'atteindre des publics vulnérables, qui ont une forte dépendance nicotinique et qui, ont tendance à refuser finalement l'utilisation des substituts nicotiniques. Alors, à défaut des substituts nicotiniques, leur proposer la cigarette électronique, c'est déjà leur offrir une forme de substitution nicotinique et réduire, voire les aider, à arrêter de fumer. J'avais prévu une petite présentation de cas, sur la cigarette électronique, mais j'aurais pas le temps, de la faire. Mais, par expérience, chez beaucoup de patients, proposer la cigarette électronique, c'est les amener vers un arrêt du tabac. Y compris chez des patients, qui ont été pendant des années mis en échec, par les méthodes plus classiques d'arrêt du tabac. Cigarette électronique, un établissement qui veut déployer un programme sur la cigarette électronique, faut pas imaginer que ce soit quelque chose qui coûte très cher. Alors j'avais mis un exemple un peu de combien ça coûte. Voilà, le coût pour un truc complet avec 2 cigarettes électroniques, les petits capuchons de protection, les petits réservoirs jetables, la nicotine à fabriquer et tout le tintouin, Heu, en tarif grossiste, quand c'est un établissement qui l'intègre dans sa pratique de réduction des risques, c'est à peu près 40 € pour 3 mois d'accompagnement, consommables compris, et 7 € par mois d'accompagnement supplémentaire. Donc c'est quelque chose en fait qui est pas très cher, et il faut compter à peu près fois 2 sur, sur les tarifs ensuite boutique, parce que l'idée c'est quand même que nous les patients qu'on accompagne, c'est pas seulement de les faire arrêter de fumer, c'est aussi, de les rendre autonomes dans leur arrêt du tabac. Allez, je finis cette présentation, sur quelques messages un peu clés. Alors c'est vrai qu'en 1 heure je pourrais y passer des jours, hein, à vous parler de ça, mais en 1 heure, on peut pas tout faire. Quelques messages qui, moi, me semblent importants, c'est que, la nature et les outils d'accompagnement, en fait, chez, le sujet qui souffre de troubles psy, en fait, sont les mêmes. On va pas changer la façon de faire, on va simplement adapter l'intensité, de l'accompagnement pour l'adapter à la sévérité du tabagisme. Et puis, l'idée, c'est de prendre en compte les influences réciproques, hein, entre le tabac et la pathologie. Nous, en TCC, on utilise beaucoup ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, qui permet de comprendre un peu le processus qui mène au comportement problème, et donc d'intégrer finalement la dimension psy, la dimension, pathologique comme ça, du trouble, et du tabagisme.
En hospitalisation, c'est ce que je disais, c'est que faire arrêter quelqu'un de fumer en hospice sans suivi derrière, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est de pouvoir organiser la prise en charge et que l'approche, elle soit plus systémique, quoi, pas individuelle. C'est que un accompagnement tabaco, c'est aussi un accompagnement d'équipe, c'est aussi une politique comme ça de lieu de santé sans tabac. Je la cite parce que le RESPAD propose finalement ce type d'outil qui est plutôt intéressant pour que finalement la tabacologie, l'aide au sevrage tabagique, soit vraiment intégrée dans la culture, en fait, dans la pratique comme ça, y compris du personnel. Et puis, dernier point, il y a 0 contre-indication dans l'usage de la cigarette électronique, de la substitution nicotinique et du Champix sur ces publics. Mais c'est des accompagnements qui nécessitent tout de même, bien souvent en tout cas, un suivi pluridisciplinaire et qui voilà, doit s'inscrire sur le long cours, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en quelques mois. Voilà. En fait, il faut voir pourquoi on a cette augmentation de l'anxiété ou ces crises d'angoisse. Si ces crises d'angoisse sont liées à un syndrome de sevrage à la nicotine, déjà la première chose, c'est d'avoir une posologie adaptée dans la substitution nicotinique. Bien souvent, la crise d'angoisse, elle sera aussi liée à des croyances anticipatoires liées à l'arrêt du tabac. Voilà, si je ne peux pas fumer, il va m'arriver quelque chose de dramatique. Donc c'est aussi dans l'accompagnement d'identifier un peu ces croyances qu'il peut y avoir quant au pouvoir du tabac et d'avoir des méthodes dites de restructuration cognitive en fait, de pouvoir modifier un peu ces croyances dysfonctionnelles pour éviter l'apparition de crises d'angoisse. Et puis enfin, c'est un peu ce que je mettais sur la relaxation, c'est aussi d'apprendre au sujet à maîtriser comme ça l'arrivée d'une crise d'angoisse et puis de la désamorcer avant qu'elle devienne trop intense et incontrôlable. Moi, j'ai envie de vous dire, là aussi, c'est-à-dire qu'on aurait donc une personne qui est sujette comme ça à des formes de dépression ou de déprime comme ça cyclique, saisonnière. Moi j'ai envie de vous dire, c'est aussi de voir en quoi la réponse tabagique, pour cette personne en tout cas, est une réponse à la dépression. Et se dire, est-ce qu'on peut pas trouver des comportements alternatifs qui pourrait être une autre forme de réponse que de s'allumer une cigarette qui de toute façon ne soignera pas la dépression saisonnière. Donc ça, à dire, c'est beaucoup beaucoup plus facile qu'à faire. Mais moi c'est quelque chose, y compris chez des jeunes, que j'ai déjà pu expérimenter parce que bien, parfois ça arrive aussi que notre sujet comme ça un peu déprimé, le fait de reprendre le contrôle sur son tabagisme ne sera pas vécu comme la perte comme ça d'une stratégie pour répondre à la dépression, mais plutôt comme une façon de reprendre aussi un peu le contrôle sur sa vie. Et donc parfois ça peut même aider à sortir un peu du cercle de la dépression. Donc il n'y a pas de réponse comme ça, il n'y a pas une réponse, mais ça renvoie quand même à ce principe d'analyse fonctionnelle, de comprendre quelle interaction il peut y avoir entre la cigarette et ces épisodes dépressifs. Alors, vous faites bien quand même d'évoquer la question du risque suicidaire parce que moi quand je parle, alors moi je suis pas médecin donc j'en prescris pas du Champix, mais ça reste un traitement de seconde intention et puis en cas d'échec voilà de ma prise en charge, ça peut m'arriver d'orienter le patient vers un médecin pour envisager un traitement Champix.
Et c'est vrai que souvent, les patients et parfois même les professionnels de santé me disent ah ben non, le Champix, surtout pas, il va se défenestrer. Donc vous faites bien de signaler qu'effectivement le risque suicidaire finalement n'a pas été démontré hein, dans les méta-analyses récentes. Il n'y a pas vraiment de sur-risque suicidaire lié au Champix et il me semble que alors, arrêtez-moi hein, si je me trompe, mais que ça fait quelques années à peine hein, que le Champix est rentré au forfait de remboursement par l'assurance maladie. Ça doit être quelque chose comme 2016 ou 2018, un truc comme ça. Justement parce que les méta-analyses sont rassurantes sur l'usage de ce médicament, quoi. Après, d'ailleurs, il y a un médicament que j'ai pas évoqué, qu'on appelle le bupropion, hein, le Ziban, parce que bon, je veux pas dire de bêtises non plus là-dessus, mais c'est un médicament qui était aussi utilisé auparavant. Je sais pas si les médecins l'utilisent encore hein, dans l'arrêt du tabac, qui lui, il me semble, hein, a davantage de contre-indications. Je vais vous répondre en toute franchise, hein. Oui, ça a été expérimenté chez des jeunes. C'est-à-dire que moi, dans ma file active, j'interviens sur un service adulte, hein, l'ambulatoire est pour les adultes. J'interviens aussi sur des services jeunes consommateurs, avec des jeunes qui ont des problématiques tabac-cannabis. Moi, je travaille quand même beaucoup sur un principe de réalité. En fait, je me pose pas plus de questions que ça. Euh, il peut arriver qu'un jeune qui n'arrive pas à arrêter de fumer parvienne à arrêter de fumer par l'usage d'un vaporisateur d'herbe sèche. Alors que la substitution nicotinique, la cigarette électronique, la psychothérapie, les médicaments n'ont pas fonctionné ou n'ont pas suffisamment fonctionné, il arrête de fumer en utilisant un vaporisateur d'herbe sèche. Donc à partir de là, mon travail il est fait. Et donc oui, on prête des vaporisateurs d'herbe sèche à des jeunes. Alors les vaporisateurs d'herbe sèche, en fait c'est tout nouveau parce que je suis pas sûr qu'il y ait d'autres que SAPA qui pour l'instant expérimentent ça. Ils sont quand même davantage sur la question du CBD dans les liquides ou dans les cigarettes électroniques. Nous, ça n'a pas été notre choix. Donc, vaporisateur d'herbe sèche. Alors, quand même, pour vous donner un peu la genèse du projet, donc ça a démarré il y a à peu près 1 an et demi. Donc, on a obtenu un financement de l'ARS en justifiant, bien sûr, des raisons pour lesquelles on voulait pouvoir avoir un parc de vaporisateurs d'herbe sèche. On a actuellement un parc une vingtaine ou une trentaine de dispositifs. Et donc en termes d'efficacité, on a à peu près, alors je dirais que sur 20 patients qui expérimentent le vaporisateur d'herbe sèche, on en a à peu près une dizaine qui abandonneront parce que le changement de rituel il est trop important, mais aussi parce que le vaporisateur d'herbe sèche n'a d'intérêt que s'il est couplé par un sevrage tabagique, hein, parce que si vous mettez votre cannabis dans le vaporisateur, mais que derrière vous fumez une cigarette parce que vous êtes en manque de nicotine, ça sert à rien. Donc, ça pouvait être un changement qui était trop coûteux pour une moitié à peu près d'usagers. Et dans la deuxième moitié qui reste, voilà, sur les 20 personnes, on va en avoir à peu près un quart qui vont bien adhérer au dispositif et à peu près un quart qui va alterner en fait entre l'usage de vaporisateur et l'usage de cannabis fumé avec du tabac, quoi, en joint. Donc, bon, c'est un échantillon qui est trop petit hein, pour sortir des statistiques véritablement significatives, mais on a voilà, un taux de réussite, je dirais, entre 20 et 25%, en tout cas sur les premiers mois, parce qu'on n'a pas forcément encore assez de recul là, pour suivre sur 1 an ou deux. L'intérêt, c'est aussi
Moi, ce qui m'a poussé aussi à proposer ce projet, c'est pour des fumeurs qui étaient très malades de leur tabagisme. Vous voyez, je sais pas moi, j'ai une dame qui avait une BPCO, un stade assez avancé, qui ne parvenait vraiment pas à arrêter de fumer, qui avait besoin de fumer son cannabis, qui avait besoin de consommer son cannabis. Et en fait, quand j'ai démarré ce projet, je pensais surtout à elle en me disant, mais on a vraiment tout essayé avec cette dame, il reste que ça, quoi. Donc on va expérimenter le vaporisateur. Donc, Vapo, oui, ça marche, mais ça marche selon l'engagement que la personne aura dans ce dispositif, selon les motivations qu'elle a aussi à l'expérimenter. On n'a pas encore vraiment identifié les variables clés comme ça qui peuvent prédire la réussite ou non du Vapo. C'est vrai que j'en ai pas parlé du tabac chauffé parce que... alors, quand même, un petit point sur le tabac chauffé. C'est vrai que moi, je l'utilise pas vraiment parce que j'utilise déjà beaucoup la cigarette électronique qui, dans ma pratique, fonctionne bien. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'arrêts du tabac par la cigarette électronique. Le tabac chauffé, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Donc, c'est probablement moins dangereux que le tabac fumé. Vous avez quand même un effet pyrolyse hein, qui entraîne l'apparition de toxiques. Le tabac chauffé, moi je me suis toujours demandé si ça pouvait être une alternative chez le patient qui est en échec sur tout le reste et qui parviendrait peut-être à arrêter de fumer du tabac par ce dispositif. Mais j'ai pas l'expérience, j'ai pas le recul, j'ai pas les études suffisantes pour le proposer et encore moins pour le faire financer dans le XAPA. Pour vous répondre sur le vaporisateur d'herbes sèches, oui, en fait, c'est exactement la même chose. C'est un boîtier dans lequel vous mettez votre plante. Alors, peut-être que la température de chauffe ne sera pas la même hein, qu'avec le tabac, mais c'est le même principe, c'est de chauffer comme ça une plante pour extraire comme ça l'aérosol sans combustion. Et c'est une très bonne question. Je sais pas. Honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, c'est comment on fait pour suivre quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Euh, alors des tabacologues, il y en a pas beaucoup. Il y en a même très très peu. Les consultations tabaco-hospitalières, elles peuvent vite être saturées. Donc, comment organiser le suivi? J'ai envie de vous dire, c'est un peu le système D, quoi. Hein. C'est de voir qu'est-ce qui est possible déjà, qu'est-ce que la personne elle est prête à faire. Est-ce que un suivi téléphonique peut suffire? Est-ce qu'il faut une rencontre? S'il faut une rencontre, qui peut l'organiser? Alors, si c'est un suivi principalement de traitement, hein. Alors, j'en ai pas parlé parce que je voulais être un peu rapide, mais les substituts nicotiniques, ils n'ont pas de durée, hein, max de traitement. C'est bien de les utiliser quand même sur plusieurs mois, de ne pas avoir une durée trop courte. Donc ça questionne la question de la prescription et du renouvellement de l'ordonnance. Euh, Ce serait quoi? Ce serait un fumeur qui n'aurait pas accès comme ça à un professionnel de santé, à un XAPA au fin fond de la Creuse, quoi. Euh, Après, ça pourrait être comme le fait remarquer un autre participant orienté vers le médecin traitant. oui, alors oui, oui, ben, bien sûr, le médecin traitant, c'est l'un des premiers acteurs dans l'accompagnement au sevrage. Hein, faire une orientation sur le médecin traitant, c'est une stratégie quand même intéressante. C'est intéressant. Si c'est suffisant, ben, c'est très bien. Si c'est pas suffisant, envisager peut-être aussi un suivi libéral hein, d'un psychothérapeute un peu spécialisé dans le sevrage tabac qui pourrait avoir une approche comme ça conjointe au traitement. Bon, ben, ça représente un coût. Après l'arrêt du tabac, ça représente aussi des économies. Donc pourquoi pas envisager ça aussi, hein. Il y a aussi la proposition de téléconsultation qui marcherait aussi bien. Il y a des ordonnances par mail. Oh bah, enfin,
Pour moi, oui. Enfin, à partir du moment où on a notre titre d'infirmier, je ne vois pas ce qui empêcherait l'infirmier de prescrire. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je vois pas. Non, je pense que l'infirmier d'un service de santé au travail peut tout à fait prescrire les substituts nicotiniques. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, puisque leur statut d'infirmier les autorise et ça avait été confirmé lors de notre premier webinaire sur tabac en entreprise, justement. Les Et- infirmières scolaires aussi, Madame Miss, je vois votre question en direct. Alors, non. Mais parce que c'est trop cher. Alors, on aurait pu acheter des Mighty sur des tarifs grossistes. On doit être à peu près à 150 euros. C'est à peu près 2 fois moins cher que sur les tarifs publics. Notre souci, c'est, OK, on aurait proposé un dispositif qui fonctionne très très bien. Mais quid à plus 6 mois ou plus 12 mois quand on récupère, hein, parce qu'ils sont prêtés les vapos, quand on le récupère, qu'est-ce qui fait l'usager pour continuer à consommer le cannabis? Donc on a plutôt pris le temps d'expérimenter des modèles aux alentours de 80 euros sur le tarif public, donc plus accessible, et de trouver un modèle qui soit performant, qui a un bon rapport, finalement, un bon rapport qualité-prix. Et donc, nous, on utilise le modèle Phoenix Mini, qui est un modèle de chauffe à convection et qui coûte à peu près 80 balles dans le commerce, qu'on peut payer une quarantaine d'euros en tarif grossiste, et qui finalement marche très bien. Alors sûrement moins bien qu'un Mighty ou qu'un Crafty, mais qui pour le prix marche bien. Mais c'est en location, vous dites, ou vous le faites On le prête, alors on le loue pas, hein, il n'y a pas de caution, il n'y a pas de. Nous, on l'achète et ensuite on le prête à l'usager. Alors, bien évidemment que une fois sur deux, on ne le retrouve pas, hein, le vaporisateur. Ça a été intégré dans le projet en se disant, ben, on va accepter la perte, hein, et puis c'est tout. Alors, mon avis, il sera en fait pas celui d'un médecin ni d'un psychiatre, donc je ferai attention à pas donner d'avis tranché. Ma présentation du Champix, elle se limite en fait aux recommandations, hein, qui, moi, ne me semblent pas laisser apparaître de contre-indications. Sauf sur le risque épileptique et d'antécédents dépressifs. Voilà, moi, à mon avis, il se limite à ce qu'on peut lire sur, sur la Haute Autorité de Santé ou sur l'AMM pour le Champix. Mais il sera pas, je suis pas assez compétent là-dessus pour vous dire absolument oui, on peut y aller sur Champix, quels que soient les médicaments qui sont pris, ou non, on va faire attention. Moi, ce que je vous disais, c'est finalement le Champix, j'ai tendance un peu à refiler le bébé et à laisser au médecin la joie de décider ou non de l'indication du Champix. Mais Champix, si vous voulez, moi, ça met sur 8 ans là de pratique, ça a dû m'arriver une fois ou deux, hein, d'orienter sur un médecin pour le Champix. Non, on n'est pas sur les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'on a à peu près 60% des fumeurs qui ont un désir d'arrêt. Et ça, c'est une statistique qu'on retrouve qui est trouble ou pas, que ce soit des fumeurs aussi précaires, hein, c'est une statistique en fait qu'on retrouve à chaque fois. 60% à peu près, hein, des fumeurs qui ont un désir d'arrêt, mais les taux de passage à l'acte et les taux de réussite d'un arrêt sont plus faibles sur ces populations vulnérables, sont plus faibles. Après, moi j'ai toujours eu le sentiment. Après, c'est mon expérience personnelle, hein, ça n'a pas valeur d'études significatives, mais j'ai toujours eu le sentiment que les taux étaient plus faibles parce que on n'a pas forcément un système
qui permet un accompagnement adapté de ces publics vulnérables et que si on le peut, voilà, si on peut mettre en œuvre les composantes un peu clés comme ça dans l'arrêt du tabac, je suis intimement persuadé qu'on obtiendrait à peu près les mêmes statistiques d'arrêt. Moi, j'ai plusieurs approches. Ça dépend du temps que j'ai, mais je fais souvent des sensibilisations sur les croyances associées au tabac. Donc déjà, j'essaie de lever les craintes un peu par rapport à la nicotine, hein, et puis on va mettre en débat certains sujets, la cigarette plaisir, la cigarette qui permet d'interagir avec le patient. Et alors, quand je le peux, moi, sur les services dans lesquels je vais, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais en fait, je propose d'abord des consultations de tabacologie aux soignants, au personnel. Parce que si j'arrive à faire arrêter le personnel, ça devient mes meilleurs relais ensuite pour les usagers, pour les résidents, pour les patients. Et d'ailleurs, alors je ne l'ai pas fait en 2022, mais les années précédentes, mes interventions pour le mois sans tabac hein, dans les établissements étaient des interventions où je créais toujours des binômes entre un professionnel et un usager, et ils étaient accompagnés en binôme. Quand on regarde les indicateurs de résultats pour le mois sans tabac, c'est quand même pas la folie. Hein. Il y a une augmentation des arrêts, mais de toute façon, en tabacologie, c'est aussi beaucoup d'échecs. Hein. Non, tous les binômes que j'ai accompagnés n'ont pas tous arrêté de fumer. Il y en a qui ont arrêté de fumer. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que parfois, il n'y avait pas d'arrêt et ils ont franchi la porte du XAPA 6 mois, parfois 12 mois plus tard. Et en fait, c'est effectivement l'action qu'on a menée l'année précédente qui a permis d'identifier un lieu, je sais pas moi, de créer une motivation, de donner le sentiment en fait qu'ils étaient capables, et qui, avec un effet retard, a entraîné là par contre de véritables arrêts du tabac. Ça, j'en ai eu des personnes qui revenaient me voir un an plus tard en me disant la dernière fois ça a un peu marché mais j'ai rechuté et là je suis de nouveau motivé et là on arrive sur un arrêt concret quoi. Oui, je lis, ce ne sont pas des échecs, ce sont des victoires différées. C'est assez vrai, le terme échec, il est mal formulé. Dans ce cercle de Prochaska, d'ailleurs, effectivement, on ne parle pas d'échec. La rechute, ça fait partie de la règle, ça fait partie de l'apprentissage. C'est comme un enfant qui apprend à faire du vélo. À chaque fois qu'il tombe et qu'il se relève, à la 10e fois, il sait faire du vélo. Moi, je suis ravi quand le patient rechute dans le tabac parce qu'à chaque fois, c'est un nouvel apprentissage et ça va renforcer la réussite future. Donc, vous faites bien de me corriger, le terme échec n'est pas le bon terme. Merci Monsieur Kalp hein, pour l'intervention et puis toutes les réponses que vous avez pu apporter qui, j'espère, auront satisfait les participants. Il reste encore 3 webinaires à venir, dont un qui a déjà été présenté par Monsieur Kalp, donc le prochain qui aura lieu le 23 mars. Il portera sur le sevrage en situation de coaddiction, qui sera présenté donc par le docteur Yves Guillermin. Ensuite, nous en aurons un au mois d'avril qui portera sur... pardon, pas au mois d'avril. Au mois d'avril, on aura un qui portera sur comment mettre en place une action de prévention dans le cadre du mois sans tabac, mais aussi une méthodologie que vous pouvez adapter tout au long de l'année. Et puis le dernier webinaire au mois de mai portera donc sur les compétences psychosociales, tabac et développement des compétences psychosociales. Qui nous sera présenté par un intervenant de Santé publique France. Voilà, on vous remercie tous pour votre participation et puis on vous dit à bientôt.